On est début septembre, un groupe d'hommes quitte leur village et s'enfonce dans la forêt sombre. Ils n'en reviendront qu'à la Saint-Jean, en juin, le visage et le corps recouverts de poussière noire et le dos chargé de leurs précieux trésors consumés. On en avait déjà rapidement parlé dans cette vidéo sur le charbon, que je vous invite à aller voir, mais je trouvais que c'était intéressant d'en reparler un peu, et puis quoi de mieux que le mois d'octobre pour vous parler d'hommes entièrement noirs qui vivent reclus dans la forêt et à partir duquel ont démarré pas mal de légendes. On va donc évidemment vous parler des charbonniers. La nuit du 10 au 11 août 1808, dans le bois de Beleid à Samré, 5 hommes sont pris au piège dans une hutte en branchage qu'ils venaient de construire. Celle-ci est en proie aux flammes. Henri Collignon, André Béchoux, Henri-Joseph Collignon, François Paquet et Martin Piret sont pris au piège. Eux, qui étaient pourtant des foldeurs expérimentés. Au Moyen-Âge, le travail du fer pour la fabrication d'outils, d'armes, commence à se développer et donc on a besoin de forger. Et pour forger, on a besoin d'un feu stable et puissant. Et pour ça, eh bien, le bois, c'est pas suffisant, on a surtout besoin de charbon. La demande en charbon de bois va donc énormément augmenter. En Ardennes, en Belgique, on comptait entre 35 et 36 bas-fourneaux en activité pendant les temps modernes. Et ces bas-fourneaux, eh bien, ils utilisent énormément de charbon de bois. Pourquoi pas du charbon de terre ou de la houille? Tout simplement parce qu'à l'époque, elle n'a pas encore été découverte et elle est vachement plus compliquée à aller chercher dans le sol. Il faut creuser, il faut faire des mines, c'est plus complexe. Va donc naître à l'époque le métier de charbonnier ou de folder, puisque la fold, eh bien, c'est la zone où va être fabriqué le charbon de bois, mais ça, on va en parler un peu plus tard. L'idée, en fait, c'est que le charbon de bois, en plus d'être moins lourd que du bois pour un même volume, eh bien, brûle plus longtemps et a un pouvoir calorifique plus important, en tout cas si on connaît les secrets du métier de charbonnier. Ce charbon de bois a tellement d'avantages qu'à l'époque, la question de la déforestation, elle se pose pas vraiment, et donc les charbonniers vont suivre les bûcherons en forêt et brûler directement le bois sur place. Le lendemain, au lever du soleil, quand le feu s'éteint enfin, il ne reste alors plus que les ossements des pauvres ouvriers calcinés. Henri Paulus, 60 ans, garde forestier, est informé que plusieurs ouvriers charbonniers ont été brûlés dans leur loge. Il se rend sur place, recueille les ossements, les transporte et les enterre à Samré. Tout commence donc par la coupe de l'arbre par le bûcheron, il laisse le tronc sur place et on va le laisser sécher pendant quelques semaines. C'est seulement après qu'arrive le charbonnier. Le principe est très simple mais demande certaines connaissances et surtout de la précision. Le charbonnier va commencer par placer 3 piquets qui vont lui servir de centre et surtout de cheminée. Elle servira tout simplement pour le tirage de la mise à feu. De ces 3 piquets, il va tout simplement tirer plusieurs lignes droites pour déterminer le diamètre de sa meule. Il va donc ensuite construire son fold avec des bûches d'1 mètre et de maximum 10 cm de diamètre, tout en laissant un petit peu d'espace entre les bois. Et la meule, une fois finie, se compose en général d'à peu près 20 ou 30 stères de bois. Ce tas de bois, une fois terminé, est donc recouvert de mottes de gazon ou de terre pour la rendre complètement hermétique à l'air. Le but étant tout simplement que le bois se consume de sa propre chaleur. Il introduit ensuite une braise incandescente par la cheminée pour lancer le feu, et puis après, il n'y a plus qu'à surveiller très attentivement. Si le feu est trop faible, la combustion risquerait de s'arrêter, mais si le feu est trop fort, eh bien on risquerait de détruire entièrement le bois, de le consumer complètement, et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut quand même du charbon de bois, on veut pas de la poussière, quoi. Le charbonnier va donc devoir travailler de jour comme de nuit pour surveiller son feu et vérifier que tout se passe bien. Vous commencez à comprendre que des hommes reclus en forêt, travaillant la nuit, le jour, noirs de poussière, allumant des feux dans la forêt, ça a pu créer quelques légendes et quelques frayeurs aux villageois qui habitaient autour. Évidemment, pendant qu'une meule brûle, eh bien les charbonniers vont en monter une seconde, et ainsi de suite. Il n'y a pas de temps à perdre, et le secret, ça va être de laisser la combustion suffisamment longtemps pour avoir le charbon le plus pur possible. Le 3e jour, le charbonnier va monter sur la meule pour vérifier qu'elle soit encore stable.
Si elle ne l'est plus, il va rajouter de la terre pour la stabiliser. Il va falloir aussi la surveiller pendant la nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de feuets, qui sont en fait des petites sorties de feu qui voudraient dire que le feu a pris un peu trop fort à certains endroits de la meule. À ce moment-là, il faut alors jouer à boucher les différents trous se trouvant à la base de la meule pour pouvoir plus ou moins régler le feu. De la même manière que si vous avez un barbecue avec un petit réglage en dessous, là, vous ouvrez plus ou moins les vannes pour qu'il y ait plus ou moins d'air et donc plus ou moins de combustion. C'est un genre d'énorme barbecue à l'étouffer, quoi. D'ailleurs, en parlant d'air et de vent, eh bien, les Fold étaient aussi protégés par de très grands paravents recouverts de paille, appelés tout simplement des paillassons. La carbonisation totale peut prendre plusieurs semaines avec des températures allant jusqu'à plus ou moins 400 degrés Celsius. Une fois la carbonisation terminée, on va recouvrir l'entièreté de terre afin de complètement étouffer le feu. On va ensuite mettre la motte complètement à nu pour lui permettre de refroidir. Il est alors temps de remplir des sacs de toile de 50 kg avec une épaisse poussière noire qui va s'élever un peu partout et qui va s'infiltrer dans les vêtements et puis surtout dans les poumons parce que bon, évidemment à l'époque, les équipements de sécurité c'est pas tellement ça. On va ensuite charger tous ces sacs sur des chevaux pour amener le charbon dans les villages aux alentours pour qu'il puisse être utilisé pour les forges mais aussi pour la cuisine et puis même pour les fer à repasser. Cette activité de charbonnier, elle a laissé énormément de traces dans nos forêts. D'ailleurs, en Wallonie et en Belgique, au XVIIIe siècle, 3/4 des surfaces de forêt étaient destinées aux Fold et donc aux charbonniers. Entre 2012 et 2013, des scientifiques ont d'ailleurs pas mal étudié les forêts de Wallonie pour découvrir ces zones de Fold. D'abord, visuellement, ce sont des zones rondes plus ou moins découvertes, dépendant depuis quand elles n'ont plus été utilisées, et puis surtout, en creusant, on va se rendre compte que le substrat est différent puisqu'il est riche en charbon, puisqu'on a brûlé du bois juste au-dessus. Ils ont aussi utilisé des systèmes LIDAR, donc qui sont des systèmes satellites qui permettent de visualiser un petit peu du haut, qui leur a permis de mettre à jour pas mal de zones de Fold. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description où vous allez pouvoir retrouver une carte qui vous permet de découvrir toutes les zones de Fold disponibles et peut-être aller les visiter, même si pour la plupart on voit pas grand chose, c'est même assez difficile de les repérer. On aurait bien été dans l'une d'entre elles parce qu'il y en a vraiment pas loin de l'atelier, mais le temps à l'extérieur ne nous permet pas vraiment d'aller les voir. Peut-être que je vous en filmerai quelques-unes au téléphone si j'ai l'occasion. En tout cas, ces recherches leur ont permis de découvrir au moins 200 zones de Fold. D'ailleurs, quand vous vous baladez en forêt, n'hésitez pas à ouvrir un peu les yeux, même si je pense que pour un regard non averti, c'est compliqué de savoir où elles sont. D'ailleurs, je sais même pas si moi j'arriverai à les retrouver dans la forêt. Et cette zone où ils vont brûler le bois, c'est aussi la zone où ils vont habiter pendant tout le temps de la carbonisation, puisqu'ils vont rester presque une dizaine de mois en forêt. Ils vont tout simplement se construire des huttes en bois et en terre pour être le plus proche des meules et pouvoir les surveiller, comme je vous le disais, de jour comme de nuit. La découverte du charbon de terre et puis surtout le gaz et l'électricité après la Première Guerre mondiale va mettre un arrêt à la profession de charbonnier et du même coup un arrêt à la déforestation des forêts d'Ardennes, du moins pour le charbon. Comme on l'a vu dans cette vidéo, aujourd'hui, ce sont des fours industriels qui fabriquent le charbon et plus des charbonniers dans les forêts, avec plus ou moins de qualité et plus des hommes qui restent des mois dans la forêt à brûler leur charbon directement à même le sol. En 1831, soit 23 ans après le drame qui coûta la vie à 5 ouvriers charbonniers, ils sont toujours officiellement disparus. Ce n'est que le 7 juin 1831 que seront recueillis 7 témoignages, permettant d'enfin reconnaître le décès d'Henri Collignon, André Béchoux, Henri-Joseph Collignon, François Paquet et Martin Piret. Vous l'aurez compris, le métier de charbonnier était clairement un métier dangereux et pas du tout de tout repos. Ça a coûté la vie d'énormément de personnes. Ici, je vous racontais un petit peu l'histoire de ces charbonniers qui sont décédés dans leur hutte qui a brûlé, mais malheureusement, il doit y avoir beaucoup plus de noms qui n'ont pas été forcément retenus, puisque ces hommes partaient en forêt, et s'ils revenaient pas, finalement. C'était pas forcément noté qui était parti et qui était revenu. Aujourd'hui, évidemment, le métier de charbonnier existe toujours, mais il a fortement changé, et puis surtout, à la différence, on ne coupe plus des arbres uniquement pour en faire du charbon, en tout cas chez nous. Aujourd'hui, on va surtout valoriser, revaloriser des pièces de bois qui ne peuvent pas être utilisées pour de la charpente, pour de la menuiserie, de l'ébénisterie, etc., etc. Toutes des chutes qui vont être utilisées pour créer du charbon. Encore une fois, je vous renvoie vers cette vidéo où on était allé visiter Charbon, qui justement
fait du charbon de bois. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le charbon vous a intéressé, sur les charbonniers vous a intéressé. Des vidéos sur des métiers comme ça du bois qui n'existent plus ou qui n'existent quasiment plus, hein, parce que les charbonniers en réalité il en existe encore qui font ça de manière traditionnelle. En France il y en a quelques-uns. Bah, je trouvais ça intéressant. Si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a d'autres métiers que vous pensez intéressants. Je pense par exemple à sabotier, je pense à quoi? Au charron. Voilà, il y en a plein comme ça qu'on pourrait traiter. Ça pourrait être sympa de faire une petite série comme ça sur les métiers du bois qui ont disparu ou qui sont en voie de disparition. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, les liens sont dans la description. Et puis je vous envoie vers cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis sinon, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour. Et je vous dis tchuss les ateliers roses.